Hey, petite précision avant de commencer cette vidéo, mais cette vidéo est la suite de mon challenge de romance présenté de base dans le premier romancologue. Et ici, je vais parler essentiellement de True Beauty, qui est un webtoon coréen. Et je vais spoiler genre les formations de couple, mais je sais pas trop si c'est du gros spoil, parce que comme c'est un triangle amoureux, bah on sait de base avec qui l'héroïne elle finit à un moment ou à un autre dans l'œuvre. Mais j'essaie de pas rentrer non plus dans les gros bouleversements. Et je trouve que donner mon avis sur cette œuvre me permet de spécifier mes préférences en romance, ce que j'aime pas. Et je développe pas mal de sujets concernant la romance. Du coup, ça pourrait être intéressant d'écouter cette partie, même si vous ne connaissez pas l'œuvre, et d'en discuter ensemble. Et ça vous donnera peut-être envie d'essayer de lire ce webtoon qui est génial. Et ensuite, je parle de Chingwan Sufu et d'Insaisissable. Et désolé pour les fans d'Insaisissable, mais je vais quand même pas mal rager. Je parle surtout de la relation amoureuse. Et je sais pas trop si c'est du spoil important parce que comme c'est une relation très connue dans la communauté livresque et que c'est un peu de la merde, je sais pas trop si c'est important ou pas. Du coup, voilà. Et désolé pour la qualité visuelle. Hein. Ici, on n'a pas de matos sur cette chaîne. Du coup, voilà. Hey, alors on se retrouve pour la deuxième partie du challenge la romance, mais je crois que cette vidéo va aussi partir en cacahuète parce que ça va être un peu un fourre-tout. Je vais juste, je sais pas, je vais pas suivre mon challenge de base et je vais lire de la romance, mais pas forcément la romance que je voulais lire au début. Je vous avais quitté avec Dance of Thieves. J'avais dit que ouais, je m'étais un peu lassée déjà dès le début. Enfin bon, j'ai quand même lu 150 pages, ça va. C'est pas que c'est pas bien, au contraire, c'est quand même plutôt cool. Le côté fantasy, le côté de l'univers, des intrigues politiques et tout, c'est assez intriguant. Mais c'est juste que comme je suis focalisée sur la romance, ça me fatigue mentalement et j'ai la flemme. Aussi en ce moment j'ai du mal à lire, du coup bon voilà. Hier je crois j'ai commencé Keleana. J'ai lu le premier chapitre et je m'étais dit non en fait ça va pas le faire non plus. Parce que en fait je suis tellement déjà hostile envers les univers de l'autrice, envers ACOTAR. J'ai tellement eu un mauvais souvenir d'ACOTAR que je me braque automatiquement sur ce que l'autrice écrit et forcément je vais être subjective. Dès le premier chapitre je trouvais que c'était tellement cliché au niveau de la façon dont l'héroïne est mise en avant en mode oh regardez elle est trop badass. Ça forçait tellement sur son côté badass que j'étais en mode ça devient tellement cliché, ça en devient ridicule. Elle te balance des répliques qui se veulent être sarcastiques. T'es en mode meuf t'as pas de répartie en fait. Même Percy, un gamin de 11-12 ans, il a plus de répartie que toi en une phrase. Je vais pas tenter parce que de toute façon sinon ça je vais être que méprisante et ça va pas être juste. Je préfère ne pas perdre mon temps et laisser la place à d'autres livres. Quand je dis la place à d'autres livres, c'est pas forcément le livre du challenge. J'avais reçu le tome 3 de Chingwan Sufu et je l'ai entamé parce que c'est ma priorité absolue. Essentiellement, je suis en train de continuer True Beauty. J'avance très doucement parce que je lis en chinois et je suis fatiguée et tout. Enfin bref. J'aime beaucoup pour l'instant. Enfin, de là où j'en suis, j'ai eu quelques chapitres en plus et de là où j'en suis, il y a une déclaration d'amour que j'ai trouvée décevante et un premier baiser que j'ai trouvé décevant aussi de la part des deux mecs. Pour l'instant, je suis encore team Suro. En vrai dans la vraie vie je saurais pas choisir. Si Sojun il me faisait un peu des avants, je serais en mode ok d'accord épouse-moi mec, c'est tout, voilà je suis I'm available. Et ils sont trop mignons en fait, tu vois, ils sont trop choupis et en fait Sojun ce que j'adore c'est qu'il soutient la fille, il l'oppresse pas avec ses propres sentiments. S'il voit que elle est plus intéressée par Suro, lui il va rien dire sur lui et il va l'encourager, tu vois, il va un peu l'aider, il va être chill par rapport à ça et c'est trop mignon. Je suis en mode mais mec en fait d'accord t'es trop précieux. Voilà au niveau des updates et je vous laisse. Hey, nous sommes le mardi 19 juillet. Je suis en train de monter le premier vlog de challenge de la romance qui n'est pas vraiment le challenge parce que ça part en cacahuète. Du coup je regarde mes réactions initiales de True Beauty où j'étais en mode ouais je suis team Suro, c'est best et tout gna gna. Alors que là en ce moment je suis en train de le tromper, je suis en train de dériver sur Sojun parce que j'ai avancé dans True Beauty. En gros il y a une ellipse. Sojun il a un crush sur l'héroïne depuis toutes ces années là, mais il a jamais entrepris de gros moves vers elle parce que elle aime Sugro, il respecte ses limites, il est hyper patient avec elle et pendant toutes ces années là il continue d'être ami avec elle, de la soutenir, de prendre soin d'elle, de rigoler avec elle mais sans la mettre mal à l'aise. Et je suis en mode mais en fait Sojun il est trop précieux et du coup je suis en mode ouais en fait là je suis en train de dériver sur Team Sojun parce que même en fait sa relation avec l'héroïne, ils sont très taquins l'un envers l'autre tu vois, et il y a ce côté joueur entre eux et c'est trop mignon, c'est drôle, c'est rafraîchissant et tu te dis en couple mais ils seraient parfaits l'un pour l'autre et ça me fait rire parce que dans le vlog je me vois en train de dire
ouais, l'héroïne elle va finir avec Soro parce que ils seraient parfaits l'un pour l'autre, et bah en fait l'héroïne elle est aussi parfaite avec Sojun, et je suis perdue. Et aussi je suis dans un mood où je me demande pourquoi les hommes dans la vraie vie ne sont pas comme Sojun, et Soro aussi, mais pour l'instant surtout Sojun. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des hommes qui ont des propos, je suis en mode ouais, Sojun, et il serait pas comme ça, voilà. Il aurait pas dit ce genre de choses, il penserait pas comme ça, il serait pas aussi fermé d'esprit, il serait pas aussi irrespectueux envers les femmes. Hey, du coup on est le 20 juillet, le mercredi 20 juillet. J'ai pas continué de roman, j'ai même pas continué de se fou. Je fais que lire True Beauty et encore j'avance même pas vite. Alors en fait je voulais revenir sur des points que j'avais oublié de mentionner dans mon précédent vlog, qui sont des points positifs. Au niveau du développement de l'héroïne, j'aime beaucoup le fait que ça sort du cliché de dénigrer les autres filles pour mettre en avant l'héroïne, pour mettre en avant le fait qu'elle n'est pas comme les autres. Au contraire, il y a d'autres filles qui sont hyper stylées. Le truc c'est que ces filles-là auraient mérité plus de développement parce qu'elles restent très secondaires. Ensuite, il y a pas mal de tropes qui sont très clichés, de situations romantiques qui sont très clichés dans True Beauty. Le truc c'est que je me suis rendu compte que même si c'est cliché, bah en fait, tant que les personnages que tu suis ils sont hyper attachants, t'adores les suivre, ça passe hyper crème. D'habitude, je suis en mode ouais, les clichés amoureux, tu sais que déjà à quoi t'attendre, il n'y a pas d'intérêt, c'est hyper prévisible, c'est chiant. Tu vois, je comprenais pas les gens qui trouvaient du plaisir dedans, et en fait maintenant je comprends. Si t'aimes bien les personnages, si t'es en crush sur les mecs ou sur les filles et tout, franchement c'est super cool en fait. Passons maintenant aux points un peu moins positifs qui correspondent à la suite de ma lecture. J'avais déjà mentionné le fait qu'il y avait une déclaration d'amour et un premier baiser qui était complètement pété de la part des deux mecs. Maintenant on a une nouvelle déclaration d'amour qui est aussi pétée que la première déclaration d'amour, sinon plus, parce que je trouve que l'atmosphère elle est complètement off en fait, tu vois. Genre t'es pas dedans, c'est précipité, j'ai l'impression que l'autrice elle savait pas comment amener la transition de Friends to Lovers. J'aime pas être en décalage par rapport à l'histoire d'amour, et en fait c'est ce qui m'est arrivé, même si c'est pas trop dérangeant parce que j'aime quand même bien les personnages, mais ça me sort quand même du truc. Et du coup là t'as l'héroïne qui est en couple avec un des deux mecs, et du coup j'arrive pas vraiment à profiter pleinement des situations amoureuses et tout, parce que déjà j'arrive pas à m'imprégner du truc. Je suis en mode ouais bref, qu'est-ce qui se passe, what. Ainsi du coup, à l'intérieur du couple, il y a un truc qui me dérange avec ce couple, c'est que je pensais que je serais heureuse de les voir ensemble, mais je trouve qu'il y a un truc qui manque à leur relation. Quand je les voyais amis, j'ai trouvé complémentaires, hyper dynamiques, rafraîchissants ensemble, et du coup je me suis dit en couple ça passerait crème. Mais en fait là, quand ils sont en couple, ils sont très clichés en tant qu'amoureux en fait. Après, tu sais, c'est peut-être parce qu'ils sont un nouveau couple, tu vois, ils se découvrent. Voilà, je crois que c'est la première fois qu'ils sont en couple tous les deux, du coup voilà, ils sont un peu niais. Je suis peut-être un peu trop sévère, je sais pas. Je m'inquiète pas trop pour la suite, genre en mode bon ça va peut-être évoluer. Ils sont en couple, c'est comme assez tôt dans le manga. Du coup, je suis sûre que l'autrice, elle nous réserve un truc par la suite, et j'ai hâte de voir quoi au niveau du développement. En fait, moi, mon hypothèse, c'est que là, l'héroïne, en fait, elle montre un peu des signes. Codépendance, c'est fort comme mot, tu vois, c'est assez fort. Mais genre, elle est en mode, qu'est-ce qu'il fait? Elle s'inquiète quand il répond pas tout de suite. Elle commence à montrer des signes de jalousie aussi. Du coup, je suis en mode, en fait, cette relation, c'est peut-être un prétexte pour la voir grandir, pour la voir acquérir de la confiance en elle. Ça va peut-être pas être un couple qui va marcher, mais c'est peut-être un couple qui, au moins, s'il marche pas, bah, en fait, elle va en sortir aussi grandie, être plus indépendante, se détacher plus de l'image de l'amour comme idéaliste et tout. Et du coup, dans tous les cas, ça va être une étape qui va la faire évoluer, qui va la faire glow up mentalement. Après, moi, je me dis, en vrai, elle va sûrement finir avec l'autre mec. Parce que là, elle est trop tôt en couple avec l'autre mec, enfin le premier mec là avec qui elle est en couple là. Du coup, elle va être en couple avec l'autre mec. Je sais pas si vous voyez un peu ma logique, mais c'est un peu comme ça dans les histoires d'amour. Genre, quand il y a un triangle amoureux, à part dans Twilight, c'est vrai. Mais en gros, la meuf, elle commence avec un mec, et après elle finit avec l'autre mec. Mais peut-être qu'elle va re-switcher, elle va être avec l'autre mec. Moi, mon truc idéal, c'est qu'elle finit pas en couple en fait. Elle devient pote avec les deux mecs. Et voilà, et elle s'accepte comme elle est, et elle se suffit à elle-même. Ça, c'est vraiment mon goal dans toutes les romances. Mais je pense pas que c'est ça, et en vrai, ça me dérangerait pas qu'elle finisse avec un mec, tu vois. Parce qu'elle est cool avec les deux mecs. Pour moi, il y a un potentiel de réalisme qu'on voit pas souvent dans les shoujo, parce que je sens qu'il y a un truc, tu vois, l'autrice, elle va aller loin dans le réalisme, au niveau de la romance, au niveau du réalisme, on voit ça dans les déclarations d'amour, genre il y a rien de fifou, c'est juste il se dit je t'aime, ça sort un peu de nulle part, c'est peut-être un peu trop réaliste parce que ça manque un peu la saveur romantique dans les histoires. Mais voilà, en fait, les déclarations d'amour, elles m'ont déçue parce que l'autrice a tellement géré pour les autres situations romantiques et tout que tu t'attendais à un truc de fou au climax, et
voilà, bref. J'explique un peu le contexte en essayant de pas trop spoiler. En gros, il y avait un des personnages qui était parti. Dans le manga, la timeline c'était pour 2 ans. Du coup, ça faisait plusieurs chapitres qu'on l'a pas vu. Et là, il est revenu. Alors en plus, c'est marrant parce que... C'est pas marrant. Parce qu'en fait, genre... J'étais en mode, en fait, le personnage, l'autrice, elle a complètement oublié, quoi. J'étais en train de lire un chapitre, j'étais en mode, ok, c'est le dernier chapitre, après je vais aller manger, je vais m'arrêter. Sauf que ce dernier chapitre, il se finit sur le personnage à l'aéroport. Enfin, on voit pas son visage, mais on sait que c'est lui parce que tu vois un putain d'aéroport, et voilà. Et du coup, j'étais en mode, ok, d'accord, je ne vais pas manger, je ne vais pas aller au travail avant de le revoir. Le personnage est revenu. Quand j'ai vu sa tête, j'ai eu des larmes aux yeux. Et en fait, il m'avait tellement manqué. Et voilà, c'est tout. Non, c'est pas tout, c'est important, hein, mais waouh, ouais. Bon, désolé, là, désolé, je vais devoir spoiler un peu avec qui l'héroïne est sortie et tout. Du coup, franchement, si ça vous gêne, je mettrai une durée pour dire passer. Mais je veux juste dire avec qui, là, elle est en ce moment. Et ça va sûrement changer, ça va, dans tous les cas, je suis sûre que ça va changer. Parce que c'est un triangle amoureux, forcément, voilà, il y a plein de rebondissements. Pour l'instant, elle est avec Sojun. J'arrive pas, en fait, à m'imprégner de leur romance. Sojun, il est hyper mignon comme gars. Il veut vraiment tout faire pour prendre soin d'elle et tout. Le truc, c'est que c'est pas un malaise, mais j'arrive pas vraiment à me mettre sur la même longueur d'onde qu'eux. J'ai l'impression d'être en décalage et ça me fait ça sur énormément de romances. J'arrive pas vraiment à m'imprégner du truc une fois qu'ils sont en couple, une fois que c'est officiel. Je sais pas, je trouve qu'il y a moins d'intérêt et ça me fait ça ici malheureusement. Et ça provoque pas mal de sentiments négatifs chez eux. Enfin, ils se démènent pour essayer de maintenir leur couple et ça fait pas naturel. Après, je sais pas, ça fait peut-être partie du processus et ça rend le truc encore plus romantique, le fait qu'ils essayent de surmonter les obstacles. Je suis encore pour que l'héroïne finisse avec Suro parce que, je sais pas, je trouve que ça fait plus naturel. Ça se peut, c'est vraiment possible que si l'héroïne, à un moment, elle finit avec Suro, je vais être lassée aussi, tu vois. Parce que ça fait toujours ça. D'abord, j'ai de l'espoir pour un couple et après, quand ça vient ensemble, je suis déçue. Bah, on verra, mais pour l'instant, je suis quand même team Suro. Je m'attendais pas parce que Sojun, il est remarquable comme type et il me fait chavirer vraiment dans la vraie vie. Si j'étais l'héroïne, je serais restée avec lui, hein, parce que voilà, on va pas lâcher ce genre de gars. Merde, ça se va pas, mais je suis en train de pleurer parce qu'il y avait un grand événement, voilà, un moment qu'on attendait tous et que l'héroïne redoutait. Et ça m'a fait du bien. Je pensais pas que ça me ferait autant de bien, mais c'était beau. Voilà, c'est tout. Ça va ou quoi? Là, je suis dans les toilettes de mon lieu de boulot. En fait, j'attends Sojun ici, je lui ai donné rendez-vous ici parce qu'on va se fight en fait. Et là, j'ai une Charlotte, c'est pour une protection de combat parce qu'en fait, je vais le tabasser. Ouais, du coup, je disais, en fait, on va se fight parce qu'en fait, il nous a fait un caca nerveux de jalousie avec l'héroïne et je suis en mode mec tu vas te calmer direct. Et en fait c'est ça que je voulais pas et ça me rappelle pourquoi je n'aime pas les romances parce que les prises de tête comme ça me cave et je m'énerve très facilement en fait, ça me saoule très facilement. Autant en amitié je pardonne facilement quand même, j'essaie de comprendre, autant en amour je sais pas, je suis pas du tout tolérante et quand ça part en cacahuète comme ça, non mais franchement Sojun, en fait je dirais pas pourquoi il fait une crise de jalousie, mais pour moi ça montre un manque de confiance en l'héroïne. Du coup je suis en mode Sojun, c'est quoi ce caca nerveux en fait, qu'est-ce que tu nous fais là? Aussi j'ai peur en fait que ça gâche son amitié avec Suro parce que c'est par rapport à Suro qui fait sa crise de jalousie aussi, évidemment. Est-ce que je suis dans les toilettes durant ma pause à rager sur Sojun parce que je ne peux pas attendre de rentrer à la maison pour le faire? Oui. Parce qu'en fait, j'étais en train de le lire pendant ma première pause et j'ai voulu hurler, en fait, je voulais hurler de rire parce que j'en croyais pas mes yeux. Je me disais, mais Sojun, t'es sérieux en fait? Aussi, en fait, je suis protectrice envers l'héroïne, du coup. Elle a chialé à cause de Sojun et du coup, je me sens hyper mal pour elle. Elle est trop bien, ma Charlotte, en fait. C'est un style. Je suis allée prendre ma pause et là, je reviens dans les toilettes pour parler encore.
Non mais la misère. J'essaie d'être consciente de me rappeler que Sojun c'est un ange en vrai, qu'il a une relation qui veut être saine avec l'héroïne, il s'occupe d'elle. Le truc c'est que je suis très rancunière quand il s'agit d'amour, enfin pas quand ça me concerne parce que ça me concerne jamais. Moi l'héroïne c'est mon enfant, tu vois, du coup tu as fait pleurer, tu vas en enfer, c'est tout. Là en fait ce que j'ai pas aimé du tout dans la dispute, c'est que Sojun il dit un truc à l'héroïne en mode ouais mais tu commences à mal réagir comme si c'était ma faute, enfin en sous-entendant que c'est la faute de l'héroïne alors que c'est pas la faute de l'héroïne. Pour moi, pour mon avis personnel, c'est comme si d'essayer de faire culpabiliser l'héroïne et ça c'est un comportement toxique. Enfin je suis désolée mais c'est horrible. Par rapport à Soro, maintenant l'héroïne elle culpabilise quand elle voit Soro, elle peut même pas genre agir amicalement avec lui parce qu'il y a une tension à cause des reproches de Sojun, à cause du manque de confiance de Sojun envers elle et je trouve ça mais horrible. Peut-être que ça montre quand même un début de relation, peut-être pas toxique c'est peut-être un mot trop fort, mais une relation qui bouffe psychologiquement l'héroïne et du coup elle devrait s'en détacher, je sais pas. Ou alors ils arrivent à surmonter tout ça, c'est ce que l'autre essaie de montrer, je sais pas. Hey, on est le matin de la nuit de boulot où j'ai filmé dans les toilettes. J'ai juste un peu revenir sur mon avis actuel du triangle amoureux. Je suis pour aucune des teams. Pour l'instant je ne suis ni team Suro ni team Sojun. Je sais, j'ai été peut-être dure avec Sojun parce que l'amour n'est pas parfait. C'est normal qu'il était jaloux peut-être, mais c'est juste ce qu'il a dit par rapport à l'héroïne. C'est un truc qui m'a mis très mal à l'aise en fait. J'ai l'impression que tous les trucs, ce genre de trucs problématiques, c'est couvert par les moments excessivement affectueux entre eux. Après c'est peut-être moi qui est pas assez romantique pour apprécier ça, mais j'ai l'impression que ça règle pas vraiment les problèmes. Il y a quand même des bases, des fondations du couple qui sont assez branlantes et qui me laissent très perplexe et très réticente. Et pour Suro, on plonge un peu dans ses sentiments et en fait je suis pas trop pour le fait qu'il finisse avec l'héroïne pour l'instant parce que je trouve que son bonheur dépend pas mal de l'héroïne et j'aime pas en fait quand t'as quelqu'un qui soit aussi dépendant émotionnellement de quelqu'un d'autre. Après je lis en chinois, du coup j'ai peut-être manqué des nuances ou quoi, mais de ce que j'ai compris ça ressemble à ça. Je trouve ça pas très sain et je me dis mec tu ferais mieux de te soigner de ton côté, de mettre des choses au point mentalement parlant avant de t'engager dans une relation amoureuse avec l'héroïne parce que là t'es assez branlant en fait émotionnellement. Voilà, je suis pour ni l'un ni l'autre pour l'instant, ce qui est désagréable parce que ça me sort un peu de l'histoire. J'aime pas. Bah après c'était quoi on dit. Ah merde, je connais pas, je me rappelle plus du mot. C'était inévitable qu'il y ait des embrouilles entre les deux rivaux. En fait, ça me rappelle pourquoi j'aime pas les romances parce que j'aime pas ce genre de drama amoureux. Le pire, c'est que ça en est presque venu aux mains. Et je déteste ça. Ça me met dans un mauvais mood. En vrai, c'est bien les dramas pour redonner un peu de piment, mais en romance, je sais pas, je cringe, ça me met mal en fait. Alors qu'au début c'était tellement rafraîchissant. Là après je comprends parce que voilà, là il y a un couple officiel, du coup ils sont plus sur leur garde ou ils sont plus parano ou quoi, mais c'est pas agréable à lire pour moi, je sature. Il me reste une centaine de chapitres. Super. Ok, on va tenter un truc. Je vais me mettre dans la peau de Sojun. Je vais me mettre dans la peau d'une fille, puisque je suis une fille et c'est plus facile. Je suis une fille. Ok, je sors. Admettons avec Sojun, parce qu'il est quand même vachement beau. Je sais qu'il a eu une histoire assez compliquée avec Suro. Non, pas avec Suro, avec une fille magnifique. On va en boîte. La fille s'occupe un peu de lui. Ok, d'accord. J'ai imaginé et ouais, je peux comprendre, en vrai c'est hyper délicat et c'est hyper rageant. Néanmoins, ça m'énerve quand même. Ouais, mais je comprends quand même, mais ça me saoule. J'aime pas faire ce genre d'effort. J'aime pas essayer de sensibiliser mon cœur. Je veux rester froide et insensible. Je veux être un cœur de pierre, c'est plus facile. Oui. Heureusement que l'héroïne, elle est pas bête. Elle a confronté Sojun sur son comportement, sur le fait qu'il s'est emporté face à Suro, etc. Et elle lui a dit, ok, je comprends, t'es peut-être énervé contre Suro et tout, mais t'es aussi froid avec moi. Genre, t'es énervé contre moi. Et en fait ça montre un manque de confiance en moi. Et c'est ça en fait qui me dérangeait depuis le début, c'est que il lui fait subir ses sautes d'humeur sans forcément réellement expliquer. Et
il s'attend à ce qu'elle comprenne tout et qu'elle porte le blâme. Et moi, c'est un truc, c'est comme ça que je ressentais. J'étais en mode, l'héroïne, elle arrête pas de se soumettre, elle arrête pas d'essayer de le comprendre, de s'excuser aussi. Alors que lui aussi, il est blâmable dans son manque de confiance pour la fille. Et là, du coup, l'héroïne, elle le confronte. Elle est en mode, ouais, mec, en fait, tu me fais pas confiance. Ok, bye en fait. Et je suis en mode, oui, c'est bien en fait qu'elle essaye de s'opposer et qu'elle essaye de... Voilà, qu'elle l'idolâtre plus en quelque sorte. J'espère que Sojun, il va revenir sur son attitude déplorable. Mais je suis vraiment désolée. Alors, je suis désolée déjà parce que je suis toujours en pyjama dans ce vlog. Ou alors en tenue de travail avec ma putain Charlotte dans les toilettes du boulot. Du coup, ce n'est pas du tout glamour pour un vlog de romance. Et je suis aussi désolée, mais Sojun, c'est un putain de gros débile. Mais vraiment, parce qu'en fait, il veut pas reconnaître ses torts. Il se dit, ouais, bon, ma meuf, elle est en colère, mais je comprends pas trop pourquoi. Genre, elle me fait la tête, elle boude. En fait, il prend ça, mais tellement pas au sérieux. Je suis en mode, mais mec, mais t'es... Mais mec, si tu lui fais pas confiance, c'est un truc grave en fait dans votre couple. Ah, je trouve ça tellement... je trouve ça toxique, voilà, ça me fait me sentir très mal à l'aise pour l'héroïne en fait. Et une fois de plus, Sojun, il dit encore que c'est la faute de l'héroïne. Il voit pas le blâme sur lui, il voit pas pourquoi son comportement est problématique. Puis putain, ça me saoule. Je me calme. Cette nuit, j'ai encore une nuit de boulot, je ne vais pas aller au travail avec le moral en rage. Hey, je vous retrouve un peu plus tard. Bon, ça s'est arrangé entre Sojun et l'héroïne depuis le temps. Je suis pas toujours à fond dans leur couple, mais ça reste subjectif. Mais bon, ils ont pu s'expliquer, Sojun a pu s'excuser, même si ça partait d'une situation un peu surréaliste. J'avais aussi du mal avec Suro parce que voilà, sa vie tourne autour de l'héroïne. Il a pas d'autre passion, pas d'autre but dans la vie. Il est en dépression, je sais même pas s'il est encore en dépression, je sais pas trop. Si, parce que je crois qu'il voit un médecin. Du coup, ouais, c'est compliqué, mais j'aimerais bien qu'il trouve autre chose, en fait, qu'il forge son identité autour d'au moins une autre chose. Et ça faisait du bien de ressentir un peu des émotions, parce que jusqu'ici, ça fait depuis plusieurs heures où je lisais, mais j'étais pas à fond. Et là, je me remets un peu dans le bain. Hello, nous sommes le samedi 23 juillet. J'ai très peu avancé dans True Beauty, mais il s'est passé quand même pas mal de choses, de rebondissements. Il y a eu une scène assez difficile. Enfin, en fait, moi personnellement, comme j'étais assez réticente ces derniers temps, bon, je m'étais dit, ça va, si ça arrive, je me prépare. Mais en fait, j'ai quand même chialé. En fait, j'ai pas chialé parce que j'étais en public et du coup, je devais me retenir de chialer. Mais ça m'avait quand même fait quelque chose parce que je me mets à la place des personnages et je me dis ça doit être un coup assez dur. Mais après il y a eu une scène, alors c'était le genre de moment que j'attendais le plus et ça concerne l'épanouissement d'un personnage en particulier. En fait, j'adore les personnages et moi tout ce que je veux pour eux, c'est plus que de vivre une histoire d'amour, c'est d'être épanoui personnellement, de retrouver confiance en eux, de forger leur identité de façon indépendante, autonome et libre. Et concernant un des personnages, il s'est passé ça et pour moi c'était la meilleure scène de toute l'œuvre pour l'instant. Le personnage, il avait un sourire, tu sentais qu'il était en train de s'épanouir. Ça faisait longtemps, très longtemps qu'il n'avait pas eu ce genre de sourire et du coup ça m'a fait du bien. Et là j'ai vraiment chialé en public, mais bon, personne faisait attention à moi parce que je suis invisible aux yeux de la société. C'était pendant ma nuit de boulot, du coup pendant mon boulot je repensais à ce sourire là et ça me mettait le sourire aux lèvres en fait et ça me réchauffait tellement le cœur et j'étais trop contente. Et bref, c'était incroyable. Ce week-end, je travaille pas le dimanche. Du coup, je vais essayer de lire Chengwan Se Fu, mais aussi Insaisissable, le tome 3, qui était normalement dans mon challenge. Du coup, voilà, j'espère que je vais avoir la motivation. Voilà. Les parallèles, le symbolisme de certaines scènes, de certains parallèles,
c'est magnifique, ça donne une touche tellement poétique et vraiment puissante et très humaine. Et là, on va rencontrer un de mes personnages préférés, aka objectivement le best personnage ever, enfin le personnage le moins problématique, le seul personnage pas problématique je pense. Du coup j'ai trop... Alors, je vais un peu mettre dans le contexte. En gros, là, je suis en train de lire la première partie du passé du protagoniste. C'est divisé en 2 parties. C'est une relecture, voilà, je rappelle. Et la première fois que je l'avais lu, il y avait une certaine scène qui m'avait vraiment choquée. Ça a été, je crois, la première scène qui m'a vraiment prise aux tripes et qui m'a vraiment dévastée. J'ai relu cette scène et en fait, c'est aussi horrible que dans mes souvenirs. En fait, grosso modo, ça parle de comment le personnage, en tant que dieu, il peut venir en aide aux humains. De base, c'est un prince. Il a eu une ascension parce qu'il a été reconnu pour ses prouesses. Du coup, tu te dis, ouais, maintenant qu'il est un dieu, il a plus de pouvoir, il a plus de capacité pour aider les gens. Sauf que là, en fait, il y a tellement de misère. Il doit tellement se disperser, il doit résoudre les conflits d'un royaume, de tel royaume, puis de son royaume à lui, puis aussi écouter les prières de ceux qui le prient. Tu te rends compte des limites en tant que dieu en fait. C'est tellement réaliste. Les dieux ne peuvent pas toujours interférer dans les affaires des humains, surtout d'un point de vue personnel quoi, sinon ça dérègle tout. Et c'est hyper intéressant mais ça fait mal au cœur. Tu vois le protagoniste souffrir en fait, tu vois ses idéaux se briser face à la réalité, face à la dureté de la réalité. Et ce que j'aime beaucoup aussi c'est la réflexion qu'il y a sur faire passer son devoir, son rôle avant sa compassion, sa sympathie, son humanité ou l'inverse. Et en fait, on voit les conséquences dans les 2 cas qui peuvent être néfastes. La tragédie, elle est très présente dans cette saga. Et tu te dis comment on aurait pu éviter que ce soit aussi tragique en fait. Comment on aurait pu résoudre cette situation en épargnant tout le monde, en sauvant tout le monde pour avoir un happy ending. Et en fait, tu te rends compte que c'est peut-être même pas possible parce que cette saga, la tragédie, elle est très réaliste en fait. Tu comprends comment on en est venu là et c'est jamais à outrance. Et tu te dis en fait ça résonne tellement avec la réalité et ça serait passé exactement comme ça. Cette histoire déborde d'humanité mais c'est dur à se confronter parce que t'es complètement désespéré, t'es en mode mais comment résoudre tout ça et tout, mais t'es impuissant parce que tu te dis c'est tellement difficile en fait de résoudre tout ça, de rétablir l'harmonie entre les humains parce que les humains ils sont tous divergents en fait et c'est difficile de tout concilier. Du coup c'est magnifique mais c'est dur. J'ai commencé à monter le vlog et c'est de très mauvaise qualité, du coup je suis désolée mais bon on va faire avec. J'ai eu la motivation de commencer Insaisissable, alors voilà je récapitule. Insaisissable j'ai lu les 2 premiers tomes, le premier tome c'était passable, le deuxième tome ça me fait rager comme jamais. J'ai détesté l'héroïne, du coup j'essaie de me réconcilier un peu avec l'histoire, avec l'héroïne en lisant le tome 3 quand même. Et peut-être que la romance je me dis ouais ça va en vrai. Là, je vais lire un résumé détaillé. Je crois que c'est un résumé détaillé du tome 2. Ah oui, et du coup j'ai commencé à lire et je suis à la page 22. Juliette, c'est l'héroïne. Elle a l'air d'avoir envie de se bouger enfin les fesses. Dans le tome 2, elle arrêtait pas de s'apitoyer sur son sort alors qu'elle rencontrait des gens qui étaient un peu comme elle, tu vois. Et elle se sentait comme seule au monde en mode ouais je suis la plus malheureuse du monde, et était en mode meuf non en fait j'en pouvais plus. Je me rappelle un moment elle s'est mise en PLS, elle s'est mise en boule par terre mais vraiment tu vois pour montrer à quel point elle était triste et j'étais en mode non mais tu t'exagères là mais c'est pas possible. Là elle a l'air de vraiment vouloir je sais pas se venger de je sais plus quoi. J'espère qu'elle sera beaucoup plus active. Bon ce sera pas difficile de faire mieux que le tome 2 hein. Plot summary. Ah ouais voilà, il y a eu un truc qui m'avait énervé avec Juliette, c'est que du coup elle rejoint dans le tome 2 un truc de rébellion, je sais pas quoi, en tout cas pour ce fight. Elle est tellement focalisée sur son propre malheur que elle s'en fout en fait, elle veut pas se battre, elle fait preuve de mauvaise foi et surtout elle est juste focalisée sur son histoire d'amour avec Adam qui est un mec mais aucune personnalité. Je peux pas relate à ce genre d'héroïne, je ne trouve pas ça du tout inspirant et du coup ça m'a saoulée. Mais MDR, ok, du coup c'est Warner qui est de retour et il y a un détail que j'avais totalement oublié. En gros Warner c'est dans le premier tome c'était l'antagoniste avec son père, je crois qu'il avait emprisonné Juliette. Warner il est vu comme un officier, un soldat impitoyable, violent, mais à un moment Juliette elle se rend compte qu'il est peut-être pas si méchant que ça parce que il s'occupe d'un chien errant. Je suis en mode je sais pas si vous voyez dans Jojo, et bah Cars c'est un antagoniste, il est horrible
mais il aime bien les animaux, mais ça veut pas forcément dire que c'est pas un enfoiré en fait. Non mais en fait je rigole, mais ce genre de trope où tu vois un gars hyper qui a l'air hyper dark, un bad boy et tout, qui s'occupe d'un chien ou d'un chat errant, c'est tellement cliché. Après il y avait la même chose dans True Beauty avec Suro, parce qu'à un moment Suro, tu sais, au début c'est le gros tsundere, très réservé, très froid, et en fait à un moment l'héroïne le surprend en train de nourrir un chat errant, sauf que là c'est mignon parce que Suro c'est pas un mec qui tue des gens, c'est juste un mec avec un mauvais caractère. C'est un trope, parfois ça marche, parfois c'est mignon, et là ça marche pas pour moi, je suis en mode c'est trop cliché, enfin je suis très biaisée. Non mais rien que le résumé, mais comment je fais pour lire tout le livre? Rien que le résumé, ça me met hors de moi quoi. Je trouve ça un peu facile, je sais pas si c'est un spoil de le dire, mais en gros l'héroïne elle a le pouvoir de tout ce qu'elle touche meurt, je crois, elle aspire la vie de tout ce qu'elle touche. Warner c'est le seul qui peut contrer son pouvoir, et du coup ils peuvent se toucher et lui il arrive à survivre, et je trouve c'est un peu facile que ce soit pile une histoire d'amour entre les deux. Je vais buter l'héroïne, voilà. Hey, il est dimanche 24 juillet, j'attends que mon thé il s'infuse, c'est ça le mot? Je sais pas. Je vais lire ce livre-là, The Call, parce que hier soir j'ai essayé de lire Insaisissable, le tome 3 ne m'abandonne pas, et c'est une lecture que je vais abandonner parce que, bon, je l'expliquerai juste après normalement. Vous allez assister à ma dégustation. Oh d'ailleurs, regardez ma tasse One Piece, c'est même pas moi qui l'ai achetée, c'était ma pote, elle me manque, si vous voulez tout savoir. Mais j'ai la flemme de reprendre contact, du coup. Eh bien ma foi, ce n'est pas dégueu. Voilà, point barre. Comme il fait très bon et qu'il y a un peu de soleil, enfin on voit pas trop là, c'est tout blanc là. Je me suis dit bon, je vais m'installer dehors pour faire ma review. J'ai lu 50 pages, un peu plus de 50 pages. Et au début, j'étais en mode ok, Juliette elle a l'air... Juliette c'est l'héroïne, elle a l'air de se bouger un peu les fesses. Et aussi, en fait, comme ça fait longtemps que j'ai lu les 2 premiers tomes, je me rappelle de rien de Warner, à part que c'était un enfoiré, mais que apparemment il est quand même gentil. Je me suis dit bon, peut-être qu'en fait le fait de ne pas avoir trop de souvenirs, ça va me rendre plus indulgente avec ce personnage et que je vais finir par l'apprécier, parce que c'est un peu le book crush de plein de monde, et je peux comprendre d'où vient cette fascination pour lui, parce que voilà, la façon dont on le découvre, dont il se révèle plus complexe, c'est quelque chose de toujours fascinant chez un personnage, surtout chez un BG. Voilà. J'ai lu les 50 premières pages et je ne peux pas supporter les 2 protagonistes. Alors déjà, il y a un truc que je trouve un peu ridicule, c'est les réactions physiques disproportionnées, surtout chez l'héroïne. Je trouve que ça fait très dramatique, très théâtral, et j'ai vraiment du mal. Bon après je me dis bon, essaie de passer outre ça. Mais en fait dans ce livre, le début m'a rappelé à quel point l'héroïne elle est tellement centrée sur son propre malheur, alors que pour moi dans le tome 2, son malheur c'était juste de ne pas pouvoir pécho son mec, parce que son toucher en fait peut blesser les gens. Voilà, c'est juste parce qu'elle pouvait pas pécho et qu'elle est frustrée sexuellement, et j'étais oui bon, ça peut être compréhensible, mais à côté de ça tu sais qu'il y a des orphelins, tu sais qu'il y a des gens qui meurent de faim, tu sais qu'il y a des gens qui ont perdu des proches et tout. Et dans ce livre là elle sort un truc en mode ça m'a jamais traversé l'esprit jusqu'à maintenant qu'on puisse avoir une plus grande souffrance que la mienne. Et j'étais, mais meuf, mais t'es une connasse en fait. La personne qui lui fait prendre conscience de ça, c'est la mère de Warner, parce que la mère de Warner, elle souffre aussi, et du coup Juliette elle est en mode ah ouais, en fait c'est vrai qu'il y a des gens dans ce monde qui sont peut-être plus malheureux que moi. Et déjà bon, ça montre de façon encore forcée que Warner et Juliette ils sont destinés l'un pour l'autre, du coup voilà, shippez-les parce que vous avez pas le choix de toute façon. Et en fait je sais pas, je trouve que c'est tellement égoïste de sa part. Et pour Warner, putain, il dit à Juliette pourquoi en fait il était méchant avec elle, et qu'en fait il avait juste pas le choix, et que en fait il voulait sauver quelqu'un, un proche et tout, et du coup il était obligé. En fait lui aussi c'est un martyr, enfin il me dit pas comme ça qu'il est un martyr, mais dans son discours ça montre qu'il veut se poser en martyr. Et c'est le trope qui a été utilisé avec Recent dans ACOTAR, dans le fait où en fait on va justifier les actes du mec envers l'héroïne, le fait qu'il est peut-être torturé psychologiquement, manipulé mentalement et tout, mais en fait c'était pour la protéger. Et du coup, c'est entièrement justifiable, c'est entièrement excusable, et en fait, c'est so romantique, tu vois. Et ça, je pense que c'est le trope que je déteste le plus. Parce que ça m'énerve, parce qu'en fait, c'est comme si l'autrice, elle te coinçait dans un coin, elle te disait regarde mon bonhomme là, regarde, en fait il est gentil,
Et maintenant tu l'aimes, hein. Maintenant tu le trouves charismatique, hein. Tu pardonnes, hein, parce que en fait il est romantique et tout. Moi, je trouve que c'est tellement oppressant et c'est tellement forcé en fait pour essayer de te faire adhérer aux actions d'un personnage. Et en fait, du coup, t'as l'héroïne qui est en mode ouais, mais Warner, t'avais tué telle ou telle personne et tout, c'est pas bien. Et Warner, elle dit ah oui, mais lui, c'est parce que tu sais, il battait sa femme, il battait ses enfants. Et en fait, à chaque fois, ça improvisé une excuse pour justifier les meurtres, les crimes de Warner, et c'est fait à chaque fois systématiquement. Bon, j'ai la flemme de lire, mais en gros, il fait un discours en mode ouais, je ne cherche pas le pardon, je sais que j'ai été un monstre et tout, alors que juste avant, il justifiait ses actes en montrant les autres, ses ennemis, pire que lui. Et il disait à quel point il souffrait et à quel point, voilà, il voulait pas faire de mal à l'héroïne au début, gna gna gna. Et après, il dit, ouais, mais je m'en fous de ton pardon, c'est pas ça que je recherche, je sais que je suis un être sans cœur, mais je regrette pas. Et en fait, c'est tellement le discours typique, superficiel pour te dire, ouais, je suis pas un saint, mais implicitement, c'est pour dire qu'il est un saint. Et ça, en fait, c'est un truc qui m'horripile et ça se le pose en martyr en fait, ça le pose en mec hyper badass, charismatique, en a rien à foutre. Warner qui dit à la fille, à l'héroïne, et si tu continues à supposer je ne sais quoi sur ma personnalité, je n'ai qu'un conseil à te donner, je pars du principe que tu vas te tromper à tous les coups. Et en fait c'est comme s'il s'adressait au lecteur en mode ouais tu sais rien de moi, tu pensais que j'étais un connard au début et en fait je suis plus compliqué que ça. Et en fait le fait qu'ils le disent ouvertement comme ça, pour moi ça gâche la beauté du personnage parce que ça montre que tu sais pas faire le show don't tell. C'est lourd en fait, c'est comme si ça te forçait à t'intéresser au personnage, alors que si je veux pas, bah je veux pas, tu vois. Et du coup, bah je vais abandonner. Mais j'y peux rien en fait. J'y peux rien. Je ne veux pas supporter 400 pages avec ces personnages. J'en ai rien à foutre en fait et je n'aime pas cette romance et je peux pas. Cette vidéo va se terminer sur cet abandon là. Ça a commencé avec un abandon avec Ilana et là ça s'est terminé avec un abandon. Et le pire c'est que j'ai même pas dépassé le premier chapitre. C'est la honte. Mais ce challenge est un foutage de gueule. Bah je vais lire pour la 3e vidéo et peut-être la dernière vidéo du challenge de la romance de Cole, je crois. Du coup je vais clore. Si vous regardez jusqu'à la fin, je sais pas comment vous avez fait, encore une fois, mais merci. Et je vous laisse. À bientôt, peut-être. En fait, là, je suis dans le jardin. Il y a ma mère qui rentre dans le salon parce que de base j'étais seule. Je me souviens maintenant. J'ai laissé ce col, le roman, sur la table, dans le salon. Et la couverture de ce col. Je n'ose même pas aller chercher. Ah, je suis dans le déni. Oh non, elle a vu. Oui, maman, ce n'est pas ce que tu crois. Enfin, si, c'est ce que tu crois, mais oui.